Bonjour, flash spécial de la rédaction pour vous annoncer l'information que vous connaissez sans doute déjà depuis quelques minutes. François Mitterrand, l'ancien président de la République, s'est éteint ce matin aux alentours de 8h30. C'est une dépêche peu après 11h qui nous a donc annoncé officiellement la disparition et le décès de l'ancien président. Le président François Mitterrand est mort ce matin. Les Français ont appris avec émotion la disparition de celui qui les a guidés pendant 14 ans. François Mitterrand, c'est l'homme qui a rassemblé le peuple de gauche, un peuple aujourd'hui orphelin. Le PS est littéralement bouleversé par la mort de celui qui, depuis des années... Beaucoup de Français, beaucoup de socialistes aujourd'hui sont dans le recueillement et dans le souvenir. Et ce qu'il faut leur dire, c'est qu'ils nous laissent peut-être une formidable leçon de courage. Je l'ai revu quelques temps après son départ de l'Élysée. Et il était déjà très affaibli, mais encore toujours d'ailleurs d'une intelligence exceptionnelle. Neuf rue Frédéric Leplay sont arrivés ensuite non les intimes mais les fidèles, les ténors du socialisme, Robert Badinter, Pierre Jox, Laurent Fabius, tous ceux à qui François Mitterrand avait offert la victoire en 81. Les hommes et les femmes de gauche, mais aussi les Français, savent qu'ils perdent en François Mitterrand. Une personnalité politique exceptionnel, un homme d'État inscrit désormais dans l'histoire. Deux jours après la mort de François Mitterrand, sa voix résonne sur la place de la Bastille à Paris. Pour ce soir et d'autres soirs, il y aura d'autres combats, vous y serez, je n'en serai pas éloigné. Je me souviens de cette bruine qui tombait sur la Bastille. Nous avions trouvé une rose. Il pleut sur la ville comme il pleut sur nos cœurs. Je pleurais comme une fontaine. J'avais pour lui une affection très vive. Je n'avais pas de lien, je ne connaissais pas François Mitterrand, mais le paradoxe, c'est que j'ai organisé une partie de cet hommage. J'étais en charge de la communication du Parti socialiste à ce moment-là. Avançons, avec en nous la force d'âme, la volonté d'être, la certitude, oui, la certitude d'être là où il faut. Le peuple de gauche se retrouve là où 15 ans plus tôt, le 10 mai 1981, il avait fêté la victoire du premier président de gauche de la Ve République. C'était devenu une figure, un sage, quelqu'un qui raccrochait à cette histoire qui est celle d'une gauche qui, à un moment donné, se donne les moyens de la conquête du pouvoir. C'était notre chef, en quelque sorte. J'ai dit notre premier de cordée. Ça vous donne un sentiment de sécurité. Vous marchez derrière. Alors vous râlez, parce que quand même, tout le monde râle tout le temps. Hein. Mais bon, malgré tout, il passe par là, ça doit être bien. Allez, on y va. Alors, il nous manquait terriblement. À peine était-il mort qu'il manquait. Mêlés à la foule d'anonymes, les héritiers du leader socialiste sont tous là pour saluer sa mémoire. Plusieurs d'entre eux sont pourtant lucides sur l'état dans lequel il a laissé sa famille politique, en quittant le pouvoir. Pour la gauche, d'une certaine façon, politiquement, il était déjà mort depuis un certain temps. Les dernières années du règne de François Mitterrand, on peut dire que ce sont des années épouvantables. Avec un parti socialiste complètement décomposé, c'est un vaisseau fantôme. Un vaisseau fantôme que la nouvelle génération promue sous François Mitterrand rêve de reconstruire. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Toute cette jeune garde a le sentiment de porter en elle une part de l'héritage de ce père politique, une part de son ambition aussi. La génération Hollande, Ségolène Royal, les Manuel Valls encore plus jeunes, ainsi de suite, elle est dans la foule. Elle constate, elle regarde ce changement d'époque.
mais elle n'en est pas encore acteur. Ils sont encore jeunes, peut-être un peu tendres, mais ils sont là. Et on sait que c'est autour de ces personnalités-là que la gauche va aussi s'organiser et vivre. Ils s'appellent donc Ségolène Royal, Lionel Jospin, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Dominique Strauss-Kahn, Manuel Valls, Martine Aubry et Arnaud Montebourg. C'est leur histoire que vous allez découvrir, une histoire commune et parallèle à la fois, la chronique des habitants d'une maison familiale située rue de Solferino à Paris. Ce sont 20 ans d'épisodes mouvementés qui conduiront l'un d'entre eux à l'Élysée, François Hollande, qui a décidé de ne pas briguer un deuxième mandat. Il faut également intégrer à cette galerie de personnalités le parcours d'un trublion prêt à bousculer l'échiquier politique. Il s'est, lui aussi, invité dans la course à l'Élysée. Son nom, Emmanuel Macron. Avant de saisir ce qui oppose les uns et les autres, et ces 2 ou 3 gauches qui s'affrontent, voici le premier épisode des Enfants terribles de François Mitterrand. Nous sommes plus d'1 an après sa disparition. Le président de la République s'appelle désormais Jacques Chirac, et il a commis une réelle faute politique en décidant la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées se traduisent par le retour de la gauche aux affaires. Parmi les personnalités qui reviennent au Parlement, on retrouve un ancien conseiller de l'Élysée, réélu député de Corrèze. Comme d'autres, il se sent prêt à tenir un rôle de premier plan dans la nouvelle majorité. Ce 2 juin 1997, François Hollande a rendez-vous avec Lionel Jospin, le nouveau Premier ministre de Jacques Chirac. Il espère jouer un rôle important dans son futur gouvernement. François Hollande, c'est à l'époque un député de grand talent, spécialisé dans les questions économiques, budgétaires, financières et surtout la fiscalité. Il se voyait plutôt à l'économie et aux finances. Mais il n'aura rien de tout cela. Comme au temps de François Mitterrand, c'est sa compagne Ségolène Royal qui est une nouvelle fois nommée ministre. Lionel Jospin a l'idée d'un autre poste pour lui. La place que lui réserve Lionel Jospin, c'est pas rien. Il prend la direction du Parti socialiste et honnêtement, c'était pas la chose la plus prévisible à l'époque. C'est mieux que d'être ministre du budget. Je pense pas que Lionel Jospin ait rendu un mauvais service à François Hollande à ce moment-là. Passé la première déception, François Hollande comprend très vite l'intérêt pour sa carrière de prendre la tête du parti. Il nous revient de ne pas nous installer dans le confort du pouvoir, qui rend sourd au bruit des déceptions et aveugle devant une réalité... C'est lors de ce congrès, à Brest, que l'élection de François Hollande doit être validée par un vote des militants. Gardons-nous de tout contentement de nous-mêmes. Un autre héritier de François Mitterrand convoite le même poste. Il espère bousculer ce qui s'annonce déjà comme un plébiscite. Jean-Luc Mélenchon a toujours eu beaucoup de mal avec les socialistes raisonnables. Je trouvais que les rapports politiques de François Hollande manquaient de densité. Il n'aime pas la non-pensée politique de François Hollande, c'est-à-dire qu'au fond, il l'accuse de n'avoir aucune croyance. En représentant l'aile gauche, minoritaire au sein du Parti socialiste, le sénateur Jean-Luc Mélenchon sait qu'il n'a aucune chance de l'emporter. Mais il entend semer les graines pour l'avenir. Gardez-vous de l'hégémonisme et des excès réducteurs auxquels il peut conduire. Il serait inouï qu'on veuille la gauche plurielle à l'Assemblée, au gouvernement dans les élections, et qu'on la veuille, qu'on la souhaite, monocolore dans nos rangs. Il fait sûrement ce jour-là son plus beau discours, impressionnant tout le monde, avec beaucoup d'emphase. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse, celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Il me dit, le président Mitterrand, ne cédez jamais. Marchez votre chemin. Je marche, monsieur. Jean-Luc Mélenchon qui avait évoqué Mitterrand en disant « Je marche, monsieur ». Déjà, il était en marche, Jean-Luc Mélenchon. Comme quoi, la marche, c'est quand même un vieux truc. La concurrence entre les deux hommes ne va pas empêcher les petits arrangements. Une scène étonnante se joue alors en coulisses. Un marchandage sur la répartition des suffrages, bientôt exprimé. On va s'arranger sur le score. Je te donne, on va dire, 15% des voix. Moi, je garde 85%. On s'arrange comme ça.
Tu sauves la face, t'existais dans le parti. 15%, c'est un score honorable pour toi. C'est un épisode peu glorieux de la vie du PS. Bon, c'est la première fois qu'on élisait le premier secrétaire au suffrage universel direct. Mais comme personne n'était habitué à ce genre de vote et que ça semblait être une formalité, disons que la régularité des opérations était plus que discutable. Les deux hommes se quittent sur cet accord. 85% pour le vainqueur et 15% pour Jean-Luc Mélenchon, la reconnaissance de son existence à l'intérieur du parti. Ouverture ce matin du Conseil national du Parti socialiste. Une semaine plus tard, les résultats du vainqueur sont communiqués à la presse. Il a été élu à la tête du PS avec 91,9% des suffrages des militants. Une victoire à 91,9% des voix. François Hollande n'a donc pas donné les 15% promis à son adversaire. Déjà, François Hollande n'avait aucune parole. C'est un homme dont je ne discute pas le résultat. Hein. Il avait gagné clairement parce qu'il était la suite. Et voilà. Et les socialistes n'avaient pas envie d'un premier secrétaire comme moi, c'est clair, je le sais. J'ai l'impression que des ordres ont été donnés pour le rabaisser et l'humilier à 8,5-9, quoi. Bon, et donc il va effectivement vivre ça comme une humiliation personnelle, comme une volonté de le rabaisser, de ne pas l'associer. Et à partir de là, c'est vrai que les deux personnalités vont devenir assez incompatibles. Un épisode vécu comme une trahison, qui marque le début d'un ressentiment profond, qui ne cessera de croître au fil des années. Jean-Luc est un garçon qui peut être susceptible, avait le sentiment de ne pas être traité à sa juste valeur. François Hollande ne supportait pas ces interventions où nous, on intervient en 5 minutes et lui en 20-25 minutes. Donc soit il le coupait, soit il lui disait on n'a plus le temps. Et je pense qu'il, je ne sais pas pourquoi au juste, il a fait une espèce de fixation. Donc il se sentait obligé de commenter toujours sur un mode moqueur, ironique ou blessant ce que je venais de dire. À chaque fois que Mélenchon prenait la parole, il y avait un côté genre tout petit sourire, un truc genre ou une petite tapette comme ça, du genre sans se rendre compte que le gars était quand même en train de raconter des trucs intéressants. Il avait envie de tourner la page. Et il devait me ressentir comme une espèce d'anachronisme qui était là, et qui lui a tenu tête et qui, pour finir, lui damera le pion. À l'époque, les deux gauches ne sont pas encore irréconciliables. En accord avec François Hollande, Lionel Jospin va trouver le moyen d'apaiser la situation. En mars 2000, il nomme Jean-Luc Mélenchon ministre délégué à l'enseignement professionnel. Un poste à la hauteur de ses ambitions. Le pouvoir éloigne un temps les tensions. Une réunion finalement assez classique, elle est sérieuse, détendue. Ça vous a elle est sérieuse. Par rapport à ce que vous attendiez Franchement, non, c'est dans l'ordre des choses. Hein, voilà. Le président vous a dit quelque chose? Bonjour, et moi aussi. 10 ans après la chute du mur, des communistes dans un gouvernement, ça paraissait totalement extravagant, et extravagant supplémentaire avec des écologistes. Il n'y en avait nulle part ailleurs au gouvernement. C'est une période heureuse, d'abord parce qu'il y a la croissance, ne l'oublions pas. Et puis il y a des engagements qui sont tenus. Les 35 heures, les emplois jeunes, la couverture maladie universelle. Et puis la personnalité de Lionel Jospin, sa rigueur politique, intellectuelle, font du bien. Ça a été pour la gauche, je pense, des années de référence sur la façon de gouverner, l'art de gouverner, mais aussi sur les résultats du gouvernement. Le bon bilan des 5 années menées par Lionel Jospin à la tête de la gauche plurielle le pousse naturellement à être le candidat légitime à l'élection présidentielle de 2002. Malgré la présence de 4 autres concurrents à gauche, il se montre assez confiant à la veille du premier tour. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante, peut-être. On pense effectivement que normalement, on est en situation de gagner la présidentielle. L'état-major de Lionel Jospin était déjà dans la préparation du deuxième tour et avait déjà tout un plan qui était très, très, très minutieusement préparé. Après une mauvaise campagne face à Jacques Chirac,
certains dans l'état-major socialiste sont plutôt inquiets sur l'issue du résultat. Les sondages nous indiquent qu'il n'est pas impossible que nous soyons éliminés. Mais au fond, on n'y croit pas. On voit que c'est pas bon, on ne voit pas surgir le Front National. À ce moment-là, personne l'imagine, ou en tout cas veut l'imaginer. Enfin, c'est un déni. C'est un déni de ce qui se passe, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Le scénario de l'élimination au premier tour est mis de côté par l'équipe de campagne, notamment lorsqu'elle rédige en avance 2 déclarations du candidat pour le soir du premier tour. Il y en a une qui est, finalement, on a eu une bonne surprise, on est près de Jacques Chirac et donc on appelle au sursaut, et une autre où on est assez décroché par rapport au candidat de la droite et on appelle au rassemblement pour une victoire à l'arraché. Nous n'avons pas évoqué de 3e scénario. Le dimanche 21 avril à 19h, les premières estimations sorties des urnes sont connues d'un petit cercle. Dans les étages de l'atelier, le QG de campagne, les visages fermés des uns et des autres laissent envisager le pire. Quelle est l'ambiance, Michael? Ici, l'ambiance commence à être assez effervescente. Évidemment, ici également, donc, des chiffres circulent. Chacun compare un petit peu les données qu'il a. Les résultats définitifs tombent en cascade. Et ils confirment tous la percée du candidat du Front National. Le Pen est en tête à Valence, est en tête à Romans, est en tête à Montélimar, est en tête à Nyons, est en tête de partout. Je viens d'avoir Belle à la Blanay en tête. Je viens d'avoir Repsamen à Dijon, c'est une catastrophe. Mais c'est la gauche qui s'écroule. C'est la gauche qui s'écroule. Pour la première fois, la gauche ne sera pas au second tour d'une élection présidentielle. C'est une défaite historique pour le Parti socialiste. Tout s'effondre ce jour-là, quoi. Tout s'effondre, pour tout le monde. Ce choc d'être éliminé dans un premier tour, il est vécu comme le premier soubresaut très profond, le premier grand tremblement de terre qui fait bouger le Parti socialiste. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas vu arriver Le Pen au 2e tour. C'était un cauchemar. Sur le moment, je me sentais, mais je ne sais pas comment vous dire, c'était un choc physique. D'ailleurs, j'en suis tombé malade après. Ce soir-là, personne n'a osé prévenir le candidat socialiste de sa défaite. Il va donc l'apprendre en arrivant avec son épouse, moins d'1 heure avant l'annonce officielle des résultats. Quand j'ai vu Lionel Jospin rentrer, et la violence de se dire « moi je sais », c'était très violent. C'était très violent. Il est rentré dans ce bureau, ils se sont enfermés, pas très longtemps. Et puis très vite, comme un essaim d'abeilles, tout le monde s'en va. Tout le monde, certains sont partis plus vite que d'autres. Plusieurs responsables s'éclipsent avant même 20 h. Dominique Strauss-Kahn, mais également Laurent Fabius, suivi de peu par François Hollande. François Hollande, ce soir-là, a été invité du plateau de TF1. Et donc, on part avec lui en voiture. En toute logique, le premier secrétaire est prioritaire pour commenter et analyser ce séisme que les Français découvrent à cet instant. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17%. C'est seulement en arrivant aux abords du plateau de télévision que François Hollande découvre qu'il a été doublé. Donc la déclaration d'Arlette Laguillet est arrivée sur ce plateau Laurent Fabius, pour le camp Jospin, un camp qui ne sera pas... Surprise générale, il y a déjà quelqu'un qui est installé. Et ce quelqu'un, c'est Laurent Fabius. Oui, c'est un véritable cataclysme auquel on assiste ce soir, pas seulement pour la gauche, mais je dirais plus largement pour la France, puisque tout le monde pensait qu'il... Et à l'instant où on arrive et on voit cette scène, on comprend que la bataille est déjà lancée. L'après, Jospin a déjà commencé. Et quelque part, quelqu'un a déjà dégainé. C'est pas ça la France que nous aimons. Et la faute à qui? La faute à quoi? Alors, Une mauvaise campagne? il faut s'interroger bien sûr sur les causes. La guerre de succession a bel et bien commencé. Après un bref passage télévisé, François Hollande revient rapidement au QG de campagne pour assister à la déclaration de Lionel Jospin.
J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Il n'y a pas d'héritier vraiment de Lionel Jospin, ni Strauss-Kahn, ni Fabius. Là, il y a une gauche orpheline, orpheline de sa défaite, orpheline de sa représentation politique, et tout peut exploser. Qui peut relever le Parti socialiste laissé en ruine après cette défaite? Lionel Jospin ne va-t-il pas attirer dans sa chute François Hollande, l'homme qui l'a placé à sa tête? La nuit qui s'ouvre sera propice à la réflexion. On n'a pas envie de se coucher après des moments pareils. On va aller marcher un peu autour et aller chercher un endroit pour boire un café. Autour de la table, on retrouve deux fidèles de François Hollande. Frédéric Espagnac, son attaché de presse, et Julien Drey, député de l'Essonne. Et là, on commence à avoir une discussion sur qu'est-ce qui va se passer. Et là, François Hollande est très inquiet. À juste titre, il dit, ils vont tous essayer de me virer. Dominique, Laurent, Martine, tout le monde veut prendre ma place à la tête du parti. Souvenons qu'à l'époque, il est contesté et qu'il y a d'autres ambitions. Il y a celle de Laurent Fabius, qui estime que c'est son tour. Il y a celle de Strauss-Kahn, qui pense que son temps vient. Il y a Martine Aubry. François, t'as raison, vous êtes nombreux, mais franchement, t'as toute la légitimité pour conserver le poste de premier secrétaire. T'as pas été au gouvernement, donc t'es pas responsable, t'es pas redevable. Franchement, c'est pas joué d'avance. Hein. Et par ailleurs, c'est aussi une chance pour toi, parce que tu peux prendre ton envol. Ça peut être ton heure aussi. Donc il réfléchit, il a un doute, mais je pense que l'idée a fait son chemin par la suite. Et c'est ça l'enjeu qui est maintenant devant nous. Vous voterez Chirac? Je le ferai. Formellement, je viens de vous le dire. La gauche se rallie à droite. Après ce choc du 21 avril, où en sont-ils? Manuel Valls quitte la communication de Matignon. Il se concentre sur ses activités de maire d'Évry et est élu député pour la première fois en juin 2002. Arnaud Montebourg, lui, devenu parlementaire à la faveur de la dissolution, se fait remarquer en tentant d'obtenir le renvoi de Jacques Chirac devant la Haute Cour de justice. Quant à Emmanuel Macron, sorti diplômé de Sciences Po Paris à l'âge de 24 ans, il a été admis à l'ENA. Le 21 avril 2002 est paradoxalement pour François Hollande le début de son histoire. Jusqu'alors dans l'ombre de Lionel Jospin, il passe au premier plan et parvient en 2 ans à apaiser les tensions. En 2004, les socialistes remportent les élections européennes et régionales. Tout semble aller pour le mieux pour l'homme de la synthèse, élu personnalité de l'année par un grand hebdomadaire. La présidentielle se profile et 2 questions se posent au PS. Quelle ligne et quel candidat? Celui qui est bien placé, c'est bien sûr François Hollande, avant que la victoire du non au référendum sur la Constitution européenne ne vienne hypothéquer ses chances. Dès lors, une autre candidate va afficher ses ambitions. Petit truc là, très bien, au milieu des feuilles mortes, c'est parfait. Hop, très bien, à plus d'1 an de la primaire socialiste, Ségolène Royal lance un scoop dans un entretien accordé à Paris Match. Elle se dit prête à relever le défi de la présidentielle de 2007. Bien sûr, tous les classiques du parti la regardaient de travers et la critiquaient. Et pas que les classiques, je m'y trouvais aussi. Alors que les cadres du parti moquent cette offre de service, François Hollande, lui, son compagnon, y voit presque une opportunité. Julien, il faut faire monter Ségolène. Parce que moi, je suis grillé pour le moment. Il nous dit, bon, il faut que vous l'accompagniez parce qu'elle n'a pas forcément l'expérience et la connaissance de l'appareil du Parti socialiste, donc aidez-la. Je trouvais bizarre que le premier secrétaire du PS, que j'avais rejoint pour l'aider à être candidat à l'élection présidentielle, me demande d'aider sa femme. Bon, je trouvais ça un peu bizarre. Tu comprends, ça me donne du temps pour me refaire. Ségolène peut prendre des voix à tout le monde. Et après, je reviens et je rafle la mise. Dans les faits, le premier secrétaire est affaibli politiquement. Et cela après le rejet du référendum sur la Constitution européenne, qu'il a ardemment défendu quelques mois plus tôt. Il
pousse la candidature de Ségolène Royal parce qu'on est en 2005. Il a perdu le référendum, il pense qu'il ne peut pas être candidat, ça il l'a toujours pensé. Il ne veut pas que Fabius, que Jospin, que d'autres, que Strauss-Kahn tirent les marrons du feu. C'est pas impossible que François Hollande se dise c'est pas plus mal, c'est comme ça, la colère contre moi s'exercera moins puisque ça sera Ségolène. Quand François Hollande est en difficulté sur des enjeux très importants, il a une manœuvre politique préférentielle. C'est le leurre. C'est-à-dire faire un truc qui perturbe la perception et qui lui permet de lui laisser le temps de retomber sur ses pattes. Il avait besoin d'un leurre. Mais alors, combien de temps François Hollande pense-t-il tenir cette stratégie du leurre? Et va-t-il finir par reprendre la main? Quand on s'y est mis et que l'affaire a commencé à monter, il n'était pas content. Plus Ségolène Royal montait dans les sondages, plus la campagne prenait, plus le mec tirait la gueule. On commence à nous dire qu'on en fait trop. On lui dit, mais on n'en fait pas trop. Il y a une réalité. Il faut que tu prennes en considération cette réalité. En août 2006, la situation a bien échappé à François Hollande. La présidente de la région Poitou-Charentes apparaît comme une candidate de plus en plus sérieuse. Et le phénomène se mesure à sa popularité. Vous l'avez compris, c'était notre première émeute à Frangy-en-Bresse. Nous avons fait face. Ce jour-là, Ségolène Royal est l'invitée d'Arnaud Montebourg à la fête de la Rose, qu'il organise en Saône-et-Loire. Chaque fois qu'elle arrive dans une salle, c'est des applaudissements à n'en plus finir. C'est vraiment des standing ovations. Il venait des gens qu'on voyait jamais dans la politique. C'était des gens modestes et de classe moyenne. C'était quelque chose qui n'existe plus autour du PS, etc. Elle comprend qu'il faut essayer de faire changer le système, le rapport à la politique. Elle va prendre des positions des fois un peu à contre-pied, notamment sur la sécurité, va exprimer une sorte de figure d'autorité qu'on attendait peut-être dans le pays. Ce que nous devons retenir ensemble d'abord, c'est le devoir d'unité. Sans elle, rien n'est possible. C'est ensuite la nécessité de mener des révolutions au sens de changements profonds pour que la justice l'emporte sur les égoïsmes. François Hollande a cru jusqu'au bout qu'il allait pouvoir convaincre Ségolène Royal de ne pas être candidate. L'histoire a montré qu'il n'a pas su convaincre. Quelques semaines avant le dépôt des candidatures, François Hollande doit se faire une raison. Il ne pourra barrer la route à sa compagne. Le 16 novembre 2006, jour du vote, c'est une victoire écrasante qui est annoncée. Une humiliation pour ses concurrents, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Monsieur, bonsoir. La victoire de Ségolène Royal est tellement large que la confirmation officielle est tombée beaucoup plus tôt que prévu, avant minuit, au siège du Parti socialiste. Selon les dernières estimations, elle recueillerait environ 60% des suffrages. Comme d'habitude chez les socialistes, les ambitions individuelles sont plus fortes que le projet collectif. Lors de ce congrès qui acte l'investiture de Ségolène Royal, la candidate est bien seule face à ses ennemis du premier rang, à ceux qui n'ont pas envie de la voir porter les couleurs du socialisme. Le 12 janvier 2007, la campagne présidentielle bat son plein. Arnaud Montebourg, le jeune ambitieux, est devenu porte-parole de Ségolène Royal. Il est invité à la télévision avec Nadine Morano, soutien du candidat de la droite, Nicolas Sarkozy. Je voudrais que vous fassiez une autocritique de votre candidat. Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui ne va pas chez Nicolas Sarkozy, Nadine? Qu'est-ce qui ne va pas, Arnaud, chez Ségolène Royal? Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. Disons que c'était une phrase qui n'aurait peut-être pas dû être prononcée parce que l'humour et le deuxième degré est toujours très mal interprété. Voilà, on va le dire comme ça. Alors ça, il y a plein de sous-entendus, là. Ça peut être interprété. Je pensais vous faire rire, ça n'a pas marché. Ça fait dépêche à c'est sûr. C'était pour rire. C'était une boutade. Voilà, exactement.
Cette bourde de Arnaud Montebourg, qui est une parole de vérité, dit tout l'enfer que se font vivre mutuellement Ségolène et François dans cette campagne. Cette phrase n'est donc pas uniquement une attaque entre meilleurs camarades. Elle révèle une situation complexe d'un point de vue intime. Ségolène Royal et François Hollande sont en pleine séparation. On est dans une histoire quasi shakespearienne. Ce couple qui a été une entreprise politique, sentimentalo-politique pendant 30 ans, eh bien à un moment donné, leurs deux ambitions se heurtent. Et malheureusement pour eux, il y a en plus l'affect qui vient se mêler à ça. Personne ne peut soupçonner ce qui est en train de se passer entre ces deux-là. Ils le cachent, parce que c'est aussi les rois du maquillage, mais personne ne peut soupçonner que ce couple n'est plus un couple. On le verra à la fin. Il n'y a pas que dans sa vie personnelle que la candidate se sent abandonnée. Celle qui s'est affranchie du PS se retrouve confrontée aux vieilles querelles de courant. La candidate ne peut compter sur aucun appui, mais simplement sur des coups. À chaque fois que la candidate essayait d'apporter des idées nouvelles, vous aviez les éléphants du parti qui envoyaient leur tronc pour attraper et tirer les bras de la candidate. On sent bien qu'une partie de la gauche et du Parti socialiste, au-delà de sa personnalité, ont du mal à la suivre. Et donc, il y a un moment, dans la campagne, le poids du Parti socialiste était extrêmement difficile à porter. Elle a eu, c'est vrai, beaucoup qui ont parié sans doute sur sa défaite. Bisbille interne entre François Hollande et Ségolène Royal à propos de la fiscalité. Rivalité entre le Parti socialiste et l'équipe de campagne de la candidate, installée dans ses bureaux du boulevard Saint-Germain. Et pour couronner le tout, des sondages qui donnent désormais Nicolas Sarkozy gagnant, les handicaps se cumulent. J'ai été abandonnée par le parti, qui a joué, je pense, dès le départ, mon échec, oui. Tout en se disant, on va observer ce qui se passe, etc. Vous ne pouvez pas retrouver dans les archives un seul dirigeant du parti qui dit une phrase positive sur moi. Pas une phrase en toute une campagne. François Hollande fera un seul meeting avec Ségolène, ce sera à Limoges, en avril, très tard dans la campagne. C'est la crise d'une candidate qui est portée par le peuple et plus par l'appareil. Donc il y avait en fait une grande solitude dans cette campagne, une immense solitude politique. J'étais entourée, j'avais mes soutiens, mes militants, mais les grands dirigeants politiques qui étaient censés organiser la campagne, dire du bien, soutenir la candidate, ils ont été aux abonnés absents. Dans quelques secondes, 19h50, 10 minutes, voici l'image que vous découvrirez. Ce drapeau tricolore s'effacera pour vous laisser apercevoir le visage de celle ou de celui qui est élu président de la République ce soir. En attendant, on va se diriger vers la Maison de l'Amérique latine. C'est là que Ségolène Royal est attendue, quelques minutes seulement après 20h, pour son intervention. Ségolène Royal sait déjà qu'elle a perdu l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy. Mais pour elle se joue aussitôt une autre bataille, interne celle-là. Neutraliser ses ennemis et prendre le contrôle du Parti socialiste. Je vous indique que Jean-Louis Borloo, Dominique Strauss-Kahn et Jean-Marie Cavada nous ont rejoints. Il y a un conseil très intelligent qui lui est donné. Parle tout de suite. Parce qu'ils sont tous déjà en studio pour tous te faire la peau. Fabius, Strauss-Kahn et François Hollande. Arnaud, Ségolène Royal est-elle en train de quitter l'endroit? Ça y est, je confirme qu'elle sort en ce moment. Elle est derrière moi, donc elle quitte son QG de campagne au 282. Vous la voyez peut-être derrière moi. Ségolène Royal vient de sortir accompagnée de ses directeurs de campagne. Le cortège se déplace comme il peut, entouré d'une nuée de motos et de caméramans. Et sa déclaration est imminente, nous dit-on, dans l'entourage de Ségolène Royal. Qu'elle attende quand même juste les 20 heures, hein, parce que sinon elle nous met dans le pétrin. Hein. Je pense qu'elle aura cette sagesse. D'accord. Il reste plus que quelques secondes. Et tous nos invités sont là sur ce plateau pour attendre ce moment fatidique. Ça y est, les Français ont tranché et c'est dans quelques secondes maintenant. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. À peine le résultat annoncé, Ségolène Royal apparaît souriante, radieuse même, pour sa toute première déclaration. Et tout de suite, direction la Maison de l'Amérique latine, puisque dès 20h01, Ségolène Royal s'apprête à prendre la parole.
J'ai donné toutes mes forces et je continue avec vous et près de vous. Vous pouvez compter sur moi pour approfondir la rénovation de la gauche. Mon engagement et ma vigilance seront sans faille au service de l'idéal qui nous a rassemblés, qui nous rassemble et qui va, j'en suis sûre, nous rassembler demain pour d'autres victoires. Bien sûr, j'avais perdu cette élection et que j'étais triste intérieurement. J'aurais préféré gagner, bien évidemment. Mais au fond, ce que je voulais dire par là, c'est que toutes ces idées-là, elles n'allaient pas s'effondrer parce qu'il n'y avait pas la victoire politique. Les éléphants du parti et les perdants de la primaire en tête pensent tenir là le coup fatal, la fin d'une parenthèse à laquelle ils n'ont jamais adhéré. Ils vont s'empresser de destituer Ségolène Royal et de se positionner pour prendre la tête du parti. Est-ce que c'est l'échec du PS? Est-ce que c'est l'échec de la candidate du PS pour vous ce soir? Je crois que c'est une très grave défaite. D'autant que c'est la 3e fois consécutive que nous perdons une élection présidentielle. Et je pense à l'immense déception de ceux qui voulaient que l'espoir et le renouveau soient portés par la gauche. Qui doit faire cette rénovation à présent? C'est Ségolène Royal, comme on vient de l'entendre, ou c'est vous ou quelqu'un d'autre? Eh bien, la rénovation social-démocrate que j'ai initiée ne l'a pas encore emportée dans le Parti socialiste. Il faut maintenant mettre en œuvre ce renouveau. C'est la condition de l'espoir, et moi, je suis disponible pour cela. L'élection était à peine finie, elle était enterrée vive. C'était terminé, ils avaient déjà tourné la page et ils étaient déjà en train de se demander avec qui, avec quoi ils allaient faire la suite. Le drapeau de la gauche, M. Pujadas, est à terre. Il faut le relever. La gauche, ce n'est pas je. La gauche, c'est nous. Elle a été trop personnalisée, cette campagne? On va pas refaire les présidentielles, elles sont là. Portée par la ferveur qui l'accompagne, la candidate perdante ne se laisse pas impressionner par toutes ces attaques. Vous découvrez avec nous cette image de Ségolène Royal qui, j'imagine, se trouve rue de Solferino. Dans son esprit, la défaite n'est qu'une étape dans la bataille qu'elle a engagée. Et elle veut déjà passer à la suivante. Et tous ensemble, nous allons continuer cette extraordinaire campagne. Tous ensemble, tous ensemble. Vers 22 h, Ségolène Royal va s'entretenir en tête-à-tête avec François Hollande dans le bureau du premier secrétaire. Une caméra, postée dans l'immeuble d'en face, filme la scène. Et s'il manque le son, un geste répété de la main traduit toute sa détermination. Je me souviens même plus. Je dois dire que c'était possible, on aurait dû gagner. C'est ça que je dis, je pense. Elle lui dit je veux le Parti socialiste. La tradition au Parti socialiste, c'est que voilà, le candidat à la présidentielle devient naturellement le premier secrétaire. Et François Hollande lui dit oui, d'accord, je vais voir, tu sais, ça va être compliqué. Et Ségolène lui dit non, 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 c'est pas que ça va être compliqué, tu vas le faire. Et il le fera jamais, bien sûr. Ségolène Royal a tenté en vain d'anticiper le remplacement de François Hollande à la tête du PS, mais personne n'a voulu lui accorder cette faveur. Il faut attendre l'automne 2008 et le congrès de Reims pour élire le nouveau premier secrétaire parmi 4 candidats. Ségolène Royal, Martine Aubry, Bertrand Delanoë et Benoît Hamon, représentant de l'aile gauche du parti. La première étape de l'élection se joue avant le congrès. Le 6 novembre 2008, les militants doivent choisir le projet, en clair la ligne du PS pour les 5 prochaines années. Le soir du vote, Jean-Luc Mélenchon se trouve avec ses proches collaborateurs dans son bureau du Sénat. C'est une longue soirée de dépouillement qui s'annonce dans les fédérations socialistes. Et pour lui, il y a une interrogation. L'aile gauche du parti, incarnée par la candidature de Benoît Hamon, peut-elle l'emporter? C'est vraiment... T'as des pourcentages ou... Oui, 6%. Ah, il y a les Bouches-du-Rhône. 6%. Super, voilà. Et alors? C'est grave. Bah, ça fait chier, quoi, c'est tout, voilà. C'est les potes qui se tapent le cul toute l'année à faire les manifs et les machins.
Tu vois, les autres, ils sont là, ils regardent, ils comptent les points. Si je reconnais les qualités, le talent de Jean-Luc Mélenchon, il y a de la violence politique chez lui, dans les mots qu'il prononce à l'égard des individus. C'est dommage. Les premiers chiffres tombent, et ils ne sont pas bons. La gauche radicale est loin derrière Ségolène Royal, qui est en passe de prendre le parti. L'analyse de Jean-Luc Mélenchon, c'est que la victoire de Ségolène Royal, c'est la fin du Parti socialiste. Il s'est dit, tout ça va voler en éclats, ils n'arriveront pas à trouver le moyen de rester ensemble. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas rentrer dans la logique des alliances pour s'aborder la victoire annoncée de Ségolène Royal. À 2 h du matin, il prend une décision radicale, dont il donne la primeur à l'équipe de télévision qui le suit depuis quelque temps. Pour moi, ça suffit comme ça. C'est bon, ça suffit. C'est bon. C'est pas avec ça qu'on va répondre à la gauche, à l'énergie populaire qui est disponible dans ce pays. Mais pas avec ça, pas pour faire ça. Et donc, voilà, moi je tourne la page, hein, ça suffit. Bon, moi j'ai dit stop, c'est fini. Stop, c'est fini. Je veux plus entendre parler de ce monde-là, de ce milieu-là. Nous, quand on était jeunes, on était toujours en train de critiquer le PS. Ah, c'est pas assez. Et lui, tous les jours, à chaque grande réunion, il nous faisait sa petite leçon de pourquoi, malgré tout, il faut rester au PS. Lui, paradoxalement, c'est lui qui s'est barré. Je pense qu'il a plus confiance sur le fond, dans son parti. Et je crois qu'il a envie vraiment d'une aventure personnelle. Il allait chercher une autre route parce qu'il avait vraiment envie d'accéder au pouvoir. Et qu'il est convaincu par ses idées sans doute, mais convaincu aussi par lui-même. Jean-Luc Mélenchon quitte le Parti socialiste après 30 ans d'histoire commune. Il pense faire de ce coup de gueule un coup d'éclat. Sans doute attend-il aussi des marques d'affection. Bon, c'est méchant ce que je vais dire, mais ça passe presque inaperçu. Ça fait pas beaucoup de bruit. Voilà, parce que avec pas toutes ces troupes d'ailleurs, beaucoup décident de rester. Donc finalement, ça voilà, c'est pas qu'il n'y a pas d'effet de souffle tel que peut-être Jean-Luc Mélenchon l'aurait aimé, quoi. Des gens avec qui vous avez milité 20 ans, 30 ans, pas un vous appelle. Pas un vous passe un coup de fil pour dire « Mais qu'est-ce que tu fais, Jean-Luc, je comprends pas. » Rien. C'est une espèce de bureaucratie froide, un ramassis de faces de pierre qui vous regarde de haut avec le secret espoir que vous vous fracasserez à la vague suivante. Si ce départ passe quasiment inaperçu, c'est que le parti traverse au même moment une guerre de succession dont il a le secret. Le 21 novembre 2008, les militants socialistes sont appelés à élire leur nouveau premier secrétaire. Au premier tour, Benoît Hamon a été éliminé. C'est donc Ségolène Royal et la maire de Lille, Martine Aubry, qui s'affrontent. Vous avez à la fois Martine Aubry, donc, qui a l'aura de la femme politique à caractère difficile, dit-on souvent, mais solide femme d'État. Ségolène Royal, qui a une autre aura, c'est la candidate qui entraîne les foules, c'est celle qui a capté l'opinion. Ce sont deux personnages totalement différents. Malgré le jeu des alliances contre Ségolène Royal, la dynamique du premier tour a été nettement de son côté. Va-t-elle alors transformer l'essai ? C'était la première fois qu'il y avait peut-être un enjeu aussi fort. Dans les précédents congrès, on savait d'avance qui allait gagner. Et la panique gagne le camp de Martine Aubry. En particulier dans le Nord, son fief, où des instructions ne tardent pas à tomber dans les sections socialistes. Dans la Fédération du Nord, mais Lille en particulier, les consignes ont été données pour que les secrétaires de section fassent en sorte que le score en faveur de Martine Aubry soit vraiment un score très fort, très éloquent. On leur demande quasiment de bourrer les urnes. C'est vraiment le terme qui est employé par un conseiller de mairie à Lille. Et la fraude ne s'arrête pas là. Un SMS est envoyé à tous les secrétaires de section,
leur demandant de ne pas communiquer les résultats à la fédération, mais à un bureau de liaison au service de la maire de Lille. Les bureaux ont fermé en fin de journée. Et à 22 h, les partisans de Ségolène Royal sont réunis pour attendre les premières estimations. Confiant ? Écoutez, on est en train de dépouiller, on va voir. Les visages sont plutôt détendus. Les sourires affichés des uns et des autres laissent penser que la victoire est proche. À 22h30, j'envoie un SMS à François Hollande, premier secrétaire du PS, pour lui demander alors quels sont les résultats. 22h30, il me dit « c'est Ségolène Royal, c'est net ». Les bureaux de vote sont fermés depuis 1 heure maintenant, le dépouillement a commencé. La candidate cherche à se faire confirmer cette information auprès de François Rebsamen, l'un de ses soutiens. Vous l'avez dit, les bureaux de vote ont fermé il y a 1 heure tout juste, donc les résultats des premières fédérations commencent à arriver. Elle est chez elle à Boulogne, elle est en train de préparer son discours de vainqueur, parce que Rebsamen lui a dit c'est bon, il y a un écart très considérable, donc elle a gagné. Et moi, Ségolène lui dit t'es sûr vraiment que j'ai gagné ? Oui, c'est bon, c'est bon. Il lui donne les chiffres, elle a vraiment gagné. Et à ce moment-là, on voit dans le QG de Ségolène Royal Julien Drey quasiment en larmes, disant on en a fini avec les vieux éléphants du PS, on en a fini avec cette génération, on est vraiment en train de déboucher le champagne. On voit les sourires sur les visages. Une légère avance de Ségolène Royal. Bien entendu, il faut avoir les chiffres officiels et les confirmations. Alors que le camp de la gagnante a déjà l'esprit à la fête, un coup de théâtre va se produire. Si quelqu'un donne aujourd'hui à ce temps-là des chiffres, c'est qu'on est en pleine manipulation. Et tout d'un coup, commencent à apparaître des informations un peu bizarres, comme quoi Aubry ferait un carton. On est en train d'assister à un mouvement de bascule où tous les résultats qui jusqu'ici donnaient Ségolène Royal en tête sont en train de se retourner. Quand vous recoupez, il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qui ne correspond pas aux dynamiques, aux rapports de force, aux informations. Parce que quand, par exemple, moi, je suis sur le terrain, dans ma section ou d'autres, on voit bien que les gens disent finalement Ségolène, ouais. Et au niveau national, on a le résultat contraire. L'entourage de Ségolène Royal comprend que les scores de certains bureaux de vote, notamment dans la Fédération du Nord, ont été artificiellement gonflés. Il y a des écarts considérables, parfois de 30 voix. Martine Aubry gagne 30 voix entre le résultat de section et le résultat dans la fédération. Des taux de participation dignes de l'ère soviétique, à plus de 95%, qui sont totalement inhabituels. Dès lors, une bataille de chiffres s'engage entre les deux camps. La nuit sera longue. Chacun, alors après, essaye d'allumer ses contre-feux en trouvant quelque part 2 voix par-ci, 3 voix par-là, donc pour provoquer de l'émotion et finalement contester le vote. De part et d'autre, il y a eu des accusations de tricherie. Il y a eu le sentiment, voilà, que dans tel ou tel département, on a rajouté des voix dans un sens, mais si on est objectif aussi dans un autre. Il y a eu aussi des tripatouillages dans le camp de Ségolène Royal, c'est manifeste, dans les Bouches-du-Rhône notamment, mais de façon beaucoup plus artisanale, j'allais dire. Les pros de la fraude se trouvent dans le camp de Martine Aubry. Or, il se trouve que le résultat est tellement serré que ce coup-ci, la fraude va jouer un rôle déterminant. Les arrangements avec les chiffres, le Parti socialiste en avait l'habitude au moment des congrès. Cette fois, c'est une véritable inversion du scrutin qui est en train de se jouer. Et face à ce qui s'annonce comme une véritable crise, le premier secrétaire encore en poste est appelé à la rescousse. François Hollande, il est à Tulle, en Corrèze, il ne revient pas dans la nuit, il est appelé par tout le monde, il reste à Tulle, il ne s'en mêle pas, parce qu'il sait très bien ce qui est en train de se passer. Mais il est impossible que Ségolène devienne première secrétaire, parce que si elle est première secrétaire, elle est candidate à la présidentielle en 2012, naturellement. La confusion est donc totale. Pourtant, à 1 h du matin, avant même la proclamation officielle des résultats, c'est l'un des lieutenants de Martine Aubry qui prend la parole devant la presse. Il semble maintenant acquis que Martine Aubry sera la prochaine première secrétaire nationale du Parti socialiste. Sur une avance, certes réduite, mais qui devient de plus en plus importante. À cette annonce,
Manuel Valls, le porte-parole de Ségolène Royal, rétorque aussitôt. Ce qui est en train de se passer ce soir est scandaleux. Que des responsables du Parti socialiste, en rien habilités, soient en train de proclamer des résultats il y a un instant, c'est du jamais vu. Il est, comme souvent, l'un des plus déterminés dans cette bataille. Il ne se pose pas trop de questions, il y va avec force et énergie. C'est lui aussi qui montra très fort en menaçant de porter plainte contre le Parti socialiste et contre le camp d'en face pour rétablir la victoire de celle qu'il défend, Ségolène Royal. Nous ne nous laisserons pas voler cette victoire. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter des annonces prématurées, des tricheries qui sont indignes d'une grande formation politique. Bonjour, Ségolène Royal ou Martine Aubry, toujours pas de résultat. La direction du Parti socialiste fait savoir qu'elle ne peut pas encore annoncer de vainqueur en raison... Après une interminable nuit de recomptage, Ségolène Royal apprend au petit matin le résultat adressé par mail par la direction du parti. Et là, badaboum, éclaté, c'est Aubry qui l'emporte à la surprise générale. Martine Aubry ne l'emporte qu'avec 42 voix d'avance sur sa concurrente. Ils ont triché, c'est tout. Voilà, la triche. C'est pour ça que quand j'entends le parti parfois donner des leçons des leçons de morale sur le fonctionnement démocratique dans tel ou tel pays, ça m'amuse. C'est avec une grande émotion que j'ai accueilli ces résultats, mais aussi avec gravité. Chacun le sait. La victoire de Martine Aubry est entérinée 3 jours plus tard. C'est ce que nous ont dit les Français. Ségolène Royal renoncera finalement à porter plainte. Je comprends la déception de Ségolène Royal et de ceux qui ont voté pour elle et qui l'ont accompagnée. Si jamais je traîne les dirigeants qui ont triché au tribunal, c'est le parti qui va en être douloureusement frappé. Et donc, qui va être bénéficiaire de cela? Ça sera que la droite, finalement. Elle ne veut pas être la dame de la scission. Et elle sent bien qu'on est au bord de cela. Donc elle va, d'un certain point de vue, accepter une forme de compromis qui, quand même, va la marginaliser. Voilà. Elle lâche, et c'est la fin de l'histoire politique de Ségolène Royal. La question n'est plus de savoir qui a perdu, mais qui a gagné. On ne saura jamais, en vérité, qui l'avait emporté. Mais ce qui compte, c'est le résultat. C'est qu'à la fin, il n'y avait pas d'éléments suffisamment probants dans un sens ou dans l'autre, et que ce résultat a fini par être accepté et partagé. Ça a donné une image catastrophique du Parti socialiste. Et nous avons tous été abîmés dans cette confrontation. À l'issue de cette élection mouvementée, les cartes sont une nouvelle fois redistribuées à l'intérieur du Parti socialiste. Martine Aubry a pris le pouvoir. Dès lors, François Hollande et Ségolène Royal entament chacun une traversée du désert. Manuel Valls, lui, député maire d'Évry, est jugé trop libéral dans sa famille politique. Arnaud Montebourg cumule les mandats de député et de président du Conseil général de Saône-et-Loire. Enfin, Emmanuel Macron est désormais banquier d'affaires. Ségolène Royal a donc subi un nouveau coup d'arrêt dans son ascension politique, portée cette fois par Martine Aubry. La maire de Lille a fait main basse sur le PS. Sous son impulsion, le parti adopte un texte d'orientation politique qui prône un socialiste de gouvernement ancré à gauche. Un engagement pris jusqu'en 2011, année de la primaire qui doit désigner le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Surnommé Monsieur 3% en raison des intentions de vote, François Hollande n'entend pas, pour autant, se plier au diktat du favori des sondages. François Hollande vient de subir une petite intervention chirurgicale à l'hôpital Cochin. Et malgré cette pause forcée, il a toujours en tête la présidentielle. François Hollande n'est pas le favori de cette primaire, évidemment. Personne, d'ailleurs, ne le calcule plus vraiment. Il est sorti des radars, plus personne ne mise un euro sur lui. À ce moment précis, tous les espoirs socialistes sont tournés vers un homme en poste à Washington, le directeur général du FMI. Vraiment en superstar pour 3 jours à Paris. Sa visite dépasse de très loin le cadre de l'économie mondiale. Tout le monde ne parle que de son éventuelle candidature à l'élection présidentielle.
Dominique Strauss-Kahn est le candidat vraiment préféré par les sondages. Il paraissait par sa modernité, son intelligence, comme celui qui pouvait porter nos couleurs. Il lui pose à chaque fois les mêmes questions. Rêve-t-il de l'Élysée? Il avait rassemblé quasiment tout le monde, jusqu'à des très proches de François Hollande. En ça, le gars est malin, quoi. Au lieu d'affronter les autres, il a fait un pacte. Et tout le monde est rentré dans ce pacte, au bout du compte, sauf un. Il n'y en a qu'un qui n'est pas rentré. Cet homme qui refuse l'alliance, c'est François Hollande. Alors qu'il est toujours hospitalisé, il reçoit un appel. Dominique Strauss-Kahn, en effet, le convoque. En lui disant, écoute, je suis de passage à Paris. Tel jour, telle heure. La rencontre est fixée le jour de sa sortie de l'hôpital. Pour éviter les indiscrétions, elle a lieu dans un appartement, à l'abri des regards. Et là, Dominique Strauss-Kahn est très clair. Il lui dit, soit tu te couches, soit toi et tes potes, vous n'aurez rien. Personne n'aura de poste, et je vous briserai d'une certaine façon. Donc fais allégeance, sinon tu partiras tout nu. Tu dois t'effacer. Et puis si tu le fais pas, tu n'auras rien. C'est pas le genre de choses qu'il faut dire à François Hollande. Dominique, j'ai bien entendu ton offre, mais j'irai jusqu'au bout de la primaire. Et puis on verra bien qui gagne. J'ai jamais vu se laisser acheter pour un poste, ou pour quoi que ce soit d'ailleurs. Malgré cette tentative d'intimidation et sa faiblesse dans les sondages, François Hollande n'entend pas s'effacer au profit de Dominique Strauss-Kahn. Je lui dis, mais ils sont tous chez lui. Il est ultra balèze. Il est en bonne position dans les sondages. Je lui dis, au fond, pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi t'as pas passé un deal avec lui? Parce que, honnêtement, Hollande, c'est pas le genre kamikaze, ça se voit, quoi, un peu. C'est plutôt calculateur. Et il me dit, parce que il y a un moment, il faut prendre un risque. Genre, il y a une carte, vous voyez la carte, comme dans les jeux, genre Joker. Il l'a choisi, son risque, sur ce point-là. C'est un homme qui a préparé son programme et qui, je crois, étonnamment, n'a aucun doute sur le destin qui est le sien. Le 31 mars 2011, François Hollande annonce sa candidature à la primaire, prévue 6 mois plus tard. Il est déterminé à affronter le favori des sondages, qui devrait bientôt se déclarer à son tour. Mais c'est un autre scénario qui va se jouer. Bonsoir à tous. L'information nous est parvenue il y a une vingtaine de minutes. Dominique Strauss-Kahn aurait été arrêté hier à New York. Dominique Strauss-Kahn devrait être inculpé pour agression sexuelle, pour tentative de... et pour séquestration. Il est, à l'heure qu'il est, entendu par la police aux États-Unis. Ruth Elkrief, c'est un coup de tonnerre aux États-Unis. C'est évidemment un coup de tonnerre en France. Tout le monde est tombé à la renverse. On est tous quand même choqués. Le premier sentiment, c'est celui-là. Au Parti socialiste, l'une des réactions les plus attendues est celle de la première secrétaire qui soutenait DSK, Martine Aubry. Martine était une tristesse infinie, parce que à la fois elle voyait la situation dans laquelle était Dominique Strauss-Kahn et la situation dans laquelle était le Parti socialiste. Les nouvelles qui nous parviennent depuis cette nuit de New York sonnent à l'évidence comme un coup de tonnerre. Et je suis moi-même, comme tout le monde, totalement stupéfaite. J'en appelle à chacun à attendre la réalité des faits, à respecter la présomption d'innocence, et puis à tous à garder la décence nécessaire. Le lendemain de son arrestation, le patron du FMI réapparaît pour la première fois. Une image d'abord saisissante, il était 23h à New York, 5h en France. Le directeur du FMI quitte le commissariat de Harlem. Menottes au poignet et le visage fermé. Ces images vont faire le tour du monde et elles signent la fin des espoirs de DSK d'être candidat à la présidentielle. Dominique Strauss-Kahn sort de cette vie politique et donc du coup la donne est totalement nouvelle. Il fallait continuer à marcher. On rentrait dans une nouvelle époque et il allait falloir faire sans Dominique. Au sein de l'état-major socialiste, la question est maintenant de savoir qui peut remplacer le favori des sondages. Martine Aubry se retrouve désormais en première ligne.
très vite, on se dit, bon, il va falloir qu'on s'y mette là maintenant, parce qu'elle va être obligée d'être candidate à la primaire. Martine Aubry, peut-être a-t-elle été désarçonnée par ce qui s'est passé, parce qu'elle s'était préparée à soutenir un autre qu'elle, Dominique Strauss-Kahn, et elle a eu du mal à se projeter dans l'idée que c'était son tour. Elle n'a pas bâti un plan de carrière pour être présidente de la République. C'est lié à ces personnes qui savent tellement que c'est difficile, mais qui savent tellement qu'il faut en faire beaucoup pour réussir, qu'au fond, il y a des doutes. C'est assez surprenant, une femme politique importante dont tous les éléments montrent qu'elle est dans une montée, une responsabilité, une possibilité, mais qui en fait a un moteur interne qui rétropédale. La première secrétaire mettra plus d'1 mois à se décider, bien après les candidatures d'Arnaud Montebourg, de François Hollande, de Manuel Valls et de Ségolène Royal. J'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection présidentielle. Avec votre soutien, avec votre confiance, je prends aujourd'hui devant vous l'engagement de la victoire en 2012. Vive la République, vive la France. Martine Aubry s'engage à gagner la présidentielle. Mais il va falloir affronter un adversaire imprévu qui progressivement est en train de s'imposer. Et ce personnage, c'est François Hollande. La victoire nous était promise. Et celui qui allait désigner, à l'issue de la primaire, allait être sans aucun doute le président de la République. Les Français ont beaucoup voté en fonction de ça, de celui ou de celle qui pouvait battre Sarkozy. Le 9 octobre 2011, 2 700 000 électeurs participent au premier tour de désignation du candidat socialiste. François Hollande décroche la première place, avec toutefois un score en dessous de ses attentes. François Hollande arrive en tête avec 38,9%. Ça se resserre avec Martine Aubry qui a 30,6%. Le fait que Martine passe la barre des 30% et que François Hollande soit en dessous de 40%, tout d'un coup, les choses n'étaient plus aussi écrites d'avance. Le vainqueur et sa garde rapprochée tiennent tout de suite une réunion à huis clos. Ils savent que pour l'emporter face à Martine Aubry, il est indispensable d'obtenir le ralliement des autres candidats. Manuel Valls, crédité de 5,6% des voix, est le premier à se prononcer. Mon rôle est d'être très clair ce soir, de défendre mes convictions. Et mes convictions m'amènent tout simplement à appeler à voter et à nous rassembler autour de François Hollande. Une grande partie des idées que je portais sur la République, la laïcité, la sécurité, bien sûr, mais aussi ce que nous devions faire pour soutenir davantage la compétitivité, eh bien, une grande partie de ces idées, j'ai considéré que François Hollande les portait. François Hollande reçoit également le soutien de celle qui a réuni un peu moins de 7% des suffrages, son ancienne compagne, Ségolène Royal. Je le fais pour faire gagner la gauche, je le fais en fonction du candidat qui est arrivé en tête. Je le fais aussi, je pense, dans un souci aussi peut-être d'apaisement pour mes enfants. Je pense que ça a joué. Donc, il y a beaucoup de choses hein, qui se vivent à ce moment-là. Arrivé en 3e position avec 17% des voix, Arnaud Montebourg est la grande surprise de ce premier tour. C'est à lui d'affirmer désormais une préférence, et son alliance avec François Hollande n'est pas une évidence. Politiquement, François Hollande, d'une certaine façon, si on veut schématiser les choses, est le plus à droite. Martine Aubry est le Parti socialiste, on va dire, centriste, et Arnaud Montebourg, lui, est plutôt à gauche. On se souvient que le mot-clé de sa primaire, à Montebourg, le mot qui le fait monter, qui lui donne son score, c'est démondialisation. Donc, en toute logique, tout le monde s'attend, sur le fond, à ce qu'il soit plutôt proche de Martine Aubry. Alors ça va? Le lendemain, les deux hommes se croisent par hasard dans les loges de France Télévisions. Et Arnaud Montebourg entretient le mystère. On a besoin du 3e homme pour arbitrer la place des pupitres.
Bon, écoute, bon courage. Bonne chance, à bientôt. Arnaud est surprenant parce qu'il peut être à la fois structuré et en même temps ne pas avoir la trajectoire d'un homme structuré. C'est un électron libre. J'ai bien l'intention de demander aux deux impétrants, les deux candidats qui sont au deuxième tour, de faire savoir quelles sont leurs intentions sur la reprise du contrôle de la finance, sur le protectionnisme européen. Vous pourrez éventuellement ne pas donner de consigne de vote. C'est tout à fait possible. Et c'est une hypothèse que je n'écarte pas. Ce qu'il attend à ce moment-là, c'est qu'on lui promette quelque chose. Il y a eu une rencontre entre Arnaud et Martine. Il n'y a pas eu d'échange de son soutien contre tel ministère ou tel ministère, parce que ce n'est pas la façon de Martine de pratiquer. Voilà, elle lui a dit, je me suis présenté sur un projet, et place, on verra ça après. J'étais le seul à n'avoir pas tranché la question quand tous les autres avaient rejoint François Hollande. Ségolène Royal, Manuel Valls. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Perdre glorieusement avec elle. Donc j'ai fait un choix qui était le choix de la raison. Ce choix, tombé à 2 jours du second tour, c'est celui de François Hollande. Un coup fatal pour le camp de Martine Aubry. C'est vrai que le fait qu'Arnaud Montebourg soutienne in fine François Hollande, ça a été une surprise. D'ailleurs, il a été contesté parmi ses propres troupes. Montebourg pense que avec lui, François Hollande va gagner et a dû négocier déjà un ministère. Voilà, ça fait un choix d'opportunité, un choix de calcul. C'est l'alliance des contraires. Lui, qui est très à gauche, démondialisateur, keynésien, anti-européen, va soutenir l'exact opposé pour battre Martine Aubry. Est-ce que c'était une erreur? Rétrospectivement, je le crois. Est-ce que c'était une nécessité à l'époque? Je le crois aussi. Grâce à tous ces ralliements, le 16 octobre 2011, François Hollande est désigné candidat officiel du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Sa concurrente malheureuse prend aussitôt une décision. Moi, la première des choses qu'elle me demande, par exemple, c'est d'appeler François Hollande pour qu'on organise très rapidement sa venue rue de Solferino et qu'on organise surtout la photo de Martine et de François. Son objectif tout de suite, ça a été, il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne. La France va mal, il faut qu'il gagne. Après cette photo de famille, François Hollande lance sa campagne. Elle connaît d'abord un bon démarrage, mais fin 2011, la situation est plus incertaine. Et certains de s'interroger sur sa stature. Le candidat socialiste a en tête un rendez-vous important sur lequel il mise beaucoup. Ce 22 janvier 2012, il est attendu pour un grand meeting au Bourget. Tout le monde a pu rentrer? Avec François Hollande, nous avons une conviction, c'est qu'il faut réussir ce grand rendez-vous, porter un coup massif pendant la campagne. Plus de 20 000 militants ont répondu à l'appel. Et au premier rang, toutes les figures du parti se montrent rassemblées. Il y a Lionel Jospin, il y a Laurent Fabius, Michel Rocard, etc. Tous les grands devanciers. La plupart des dirigeants politiques qui l'ont combattu, la gauche du parti et Montebourg, que sais-je encore. Dans sa loge, François Hollande met la dernière touche à son discours. Il a conscience que chaque campagne est marquée par un acte fondateur. Il a passé des heures. C'est quelqu'un qui sait que les grands discours peuvent être des moments, comme on dit, fondateurs. Et il a mis beaucoup lui-même, sinon tout lui-même, dans ce discours. Quand il sort de la loge, on sait qu'il est serein et on sait qu'il est satisfait de lui-même. Ce qui est rare chez François Hollande.
Aujourd'hui, c'est moi qui vous représente. C'est moi qui porte votre espoir. C'est moi qui porte l'obligation de gagner. C'est moi qui va, dans ce combat, vous conduire à la victoire, celle que vous attendez depuis trop longtemps. À ce moment-là, c'est la transmutation de Hollande. Il devient le chef, ce qu'il n'a jamais été. Je veux conquérir le pouvoir, mais je ne suis pas un vorace. Je veux simplement le mettre au service des Français. Je vais vous confier mon secret. Ce secret que j'ai gardé depuis longtemps et que vous avez sans doute découvert. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. Ce jour-là, le candidat veut frapper fort, marquer les esprits et donner des gages à l'aile gauche du Parti socialiste. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. D'un discours d'une heure et demie, ce sont ces mots fermes contre le monde de la finance qui vont entrer en résonance et occulter en quelque sorte un programme pourtant plus mesuré. On a voulu le ramener à une phrase, comme si tous les Français de gauche avaient vu dans cette phrase la rupture avec le capitalisme. Non, le discours, reprenez-le, ce n'est pas ça. C'est un discours extrêmement équilibré et social-réformiste. Notre campagne était une campagne réaliste. Nous disions que nous allions rester dans la sphère européenne, que nous allions ramener les déficits en dessous de 3%, et nous ne promettions pas la lune. Mobilisons-nous, rassemblons-nous, et dans 3 mois, nous ferons gagner la gauche, avancer la France, et nous réussirons le changement, j'y suis prêt. Au Bourget, François Hollande est parvenu à fédérer autour de lui l'ensemble du parti, jusqu'à son aile gauche, comme François Mitterrand avait réussi à le faire, avant lui. Je vis le Bourget comme un beau meeting. En tout cas, ça donne de la dynamique de campagne. On avait tous besoin de quelque chose pour nous rassembler, d'un ciment, d'une sorte de totem. Et le discours du Bourget, c'est un totem. C'est un tournant. Et c'est sans doute ce discours qui aura fait aussi sa victoire. Vive la République et vive la France! Le 6 mai 2012, François Hollande est élu président de la République. C'est le retour d'un socialiste à l'Élysée après 17 années de présidence à droite. Jean-Marc Ayrault est nommé Premier ministre. Martine Aubry, à qui ce poste n'a pas été proposé, refuse d'entrer au gouvernement. Elle quitte la direction du PS et s'efface ensuite du premier plan de la scène politique. Manuel Valls et Arnaud Montebourg sont récompensés de leur soutien. Le premier obtient le ministère de l'Intérieur, le second celui du redressement productif. Dès lors, le chef de l'État parviendra-t-il à gouverner à gauche et à fédérer sa famille politique autour de son mandat, comme il l'a fait pendant la campagne? Voici venu le temps de l'exercice du pouvoir et de sa dure réalité. Tout au long de sa campagne, François Hollande a promis une présidence normale, exemplaire, en rupture avec celle du président sortant. Quand Sarkozy a été battu, on a peut-être oublié ça, il y a eu comme un soulagement dans le pays. Parce que cette personne électrise le monde entier, quoi. Donc Hollande se sentait le devoir d'apaiser la société. Il avait simplement misé sur le fait qu'en s'affichant comme l'anti-sarkozyste absolu, l'homme qui allait pacifier la France, le président normal, eh bien ça allait suffire à faire baisser la tension dans le pays. La réalité politique ne va pas tarder à le rattraper. Un mois seulement après son arrivée, le rapport annuel de la Cour des comptes révèle des finances publiques très dégradées, bien plus qu'il ne l'imaginait. C'est un quinquennat qui survient dans des conditions extrêmement difficiles. La crise est là. Et
nous héritons d'une situation économique, je le sais, je suis ministre de l'économie et des finances, qui est mauvaise. Des finances publiques en capilotade, une économie avec une croissance anémique et un chômage qui continue de monter. Et il y a une erreur qui est commise d'entrée de jeu, c'est de ne pas avoir dit clairement les choses sur la situation du pays. Nous aurions dû dire, c'est beaucoup plus difficile que nous pensions, toutes les promesses que nous avons engagées, nous ne pourrons pas les accomplir. Mais ce n'est pas la stratégie adoptée par le chef de l'État, qui préfère taire cette situation de faillite dans laquelle se trouve la France. Il croit beaucoup à l'importance de la psychologie en économie. Donc il considère que si on envoie des signaux négatifs, on accentue en quelque sorte la crise qui est déjà là. François Hollande n'avait sans doute pas imaginé les conséquences de ce choix du silence. L'absence des réformes économiques promises jette le trouble dans l'opinion. Tout de suite, il s'est trouvé dans une situation d'impopularité. Et on lui a fait un procès en amateurisme, un procès en décision molle. L'anti-landisme est devenu quasiment une idéologie où tout le monde, tout va mal. Rien n'est possible. L'image du président semble déjà abîmée et une affaire va la ternir un peu plus encore. Début décembre, une enquête d'un site d'information met en cause son ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Un ministre du Budget soupçonné d'évasion fiscale, ça n'est pas rien. Jérôme Cahuzac a-t-il possédé un temps un compte en Suisse? C'est ce qu'affirme Mediapart. Hollande tombe des nues, parce que c'est tout ce que n'est pas Hollande a priori, c'est-à-dire l'attrait du gain, le mensonge, la moralité. Voilà, Hollande, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais été pris dans une affaire. Et là, dans un premier temps, c'est un peu la stupéfaction et le scepticisme qui l'emporte. L'accusation lui paraît tellement énorme qu'il a quand même du mal à y croire. Le président convoque aussitôt Jérôme Cahuzac, l'un des hommes forts de son dispositif. Il incarne une ligne de fermeté en matière d'évasion fiscale. Jérôme Cahuzac lui certifie dans son bureau que tout cela n'est que mensonge et qu'il n'a pas de compte en Suisse. François Hollande, il est confronté aux dénégations vraiment fermes et réitérées de son ministre, les yeux dans les yeux, lui venant lui dire « mais je suis victime d'une cabale, je le prouverai, c'est n'importe quoi ». Et François Hollande, jusqu'au bout, veut croire que Jérôme Cahuzac est sincère. Il ne voit pas la duplicité chez Jérôme Cahuzac et puis il fait confiance. C'est son principe, je fais confiance. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci, monsieur le député. Le président de la République maintient son ministre à son poste, tandis que la justice est saisie d'une pièce à conviction. Une conversation enregistrée à l'insu de Jérôme Cahuzac, dans laquelle il reconnaît détenir un compte en Suisse. Une enquête est ouverte par le procureur de Paris, et là, très vite, les magistrats ont la certitude que la conversation téléphonique était authentique. Le ministre du Budget est entendu le 2 avril 2013. Et il finit par avouer, après 4 mois de déni, qu'il est bien un évadé fiscal. À partir de ce moment-là, immédiatement, Cahuzac est débarqué. Pour Hollande, c'est un cataclysme personnel. D'abord, parce qu'il se sent trahi comme jamais. Non seulement il a commis une faute contre l'éthique personnelle, mais en plus il a commis une faute politique contre sa famille. Ça nous a salis, ça nous a abîmés. On survit à ça, mais on en est affaibli. Le chef de l'État va tenter de reprendre la main, de limiter les dommages collatéraux, en faisant de cette affaire le point de départ d'une République plus exemplaire. Je suis donc amené à prendre 3 décisions. D'abord, renforcer l'indépendance de la justice. Ensuite, assurer la publication et le contrôle sur les patrimoines des ministres et de tous les parlementaires. Enfin, les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou pour corruption seront interdits de tout mandat public. Les difficultés économiques, cet épisode Cahuzac et d'autres affaires remettent finalement en cause l'autorité de François Hollande. Et 2 ans après son élection, une première sanction tombe.
Reims, Saint-Étienne, Pau. Le 30 mars 2014, la gauche subit une défaite historique aux élections municipales. Il y a à l'heure actuelle au moins 3 villes qui ont été conquises par le Front National. Ce soir-là, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls fait passer un message au président de la République. Il appelle Hollande et lui dit, voilà, maintenant tu te retrouves à poil devant les Français. C'est vraiment l'expression qu'il emploie. Tu te retrouves à poil devant les Français. Il faut absolument que tu prennes des décisions fortes. Il faut que tu vires héros et que tu me nommes. Le ministre de l'Intérieur attend ce moment depuis qu'il sait en difficulté le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Nous n'arrivions plus à travailler dans le gouvernement Ayrault. Les décisions ne se prenaient pas, on avait des problèmes de fonctionnement considérables. Et nous parlons d'ailleurs souvent, lui et moi, de la relation entre un président de la République et un Premier ministre, sans parler de moi en particulier. Ayrault n'avait aucune autorité sur son gouvernement et que par ailleurs, il était totalement inaudible dans l'opinion publique. Le président de la République tirera les enseignements de ce scrutin. Et il le fera dans l'intérêt de la France. Le choix de Manuel Valls, c'est une évidence. C'est l'homme fort du gouvernement, c'est le ministre de l'Intérieur que l'on voit partout, très bon communicant, qui est très populaire. Manuel Valls, il a un défaut, c'est qu'il est extrêmement clivant, ou en tout cas il a une tendance à fracturer beaucoup la gauche. Les écologistes de l'après-guerre, Cécile Duflot le détestent, et il est sur une ligne économique qui déplaît fortement à Arnaud Montebourg et à Benoît Hamon. Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, c'est auprès de ces deux ministres qui le trouvent pourtant trop libéral que Manuel Valls va chercher un soutien. Un soutien pour rassurer le chef de l'État sur sa capacité à rassembler. Nous avons discuté. Nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de mouvements et de changements, d'inflexion sur la politique économique. Manuel Valls lui dit « Je te confie Bercy, je te sécurise une place importante au sein du gouvernement, une place importante à la table du Conseil des ministres et une prise directe avec moi. » Le mot pacte n'est pas assumé, mais il y a clairement une entente. En échange de cette entente et de leur appui pour Matignon, Manuel Valls garantit à ses deux ministres des pouvoirs plus grands. Reste à savoir si cette lutte d'influence sera suivie des faits. Le lendemain de la soirée électorale, l'ambiance est suspendue au Palais de l'Élysée. François Hollande vient de convoquer Jean-Marc Ayrault en milieu de matinée. Il lui dit, écoute, j'ai pas encore pris de décision, mais vraiment, je pense que ça va être compliqué. Donc prépare-toi, mais j'ai pas encore pris de décision. Il lui dit pas vraiment les choses. Mais Ayrault ne s'est pas rendu comme ça. Et il s'est défendu comme quelqu'un qui va perdre son poste et qui essaie de convaincre son patron que quand même il n'a pas démérité. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Il plaide pendant 1 heure. Et il plaide tellement bien, croit-il, qu'en sortant du bureau, François Hollande ne lui a pas dit qu'il n'était plus Premier ministre. Alors que Manuel Valls est en train d'organiser la composition de son futur gouvernement, Jean-Marc Ayrault est le seul à ne rien savoir. Ce n'est que vers 17h que le président de la République l'appelle. Instantané RTL, François Hollande s'apprête à nommer Manuel Valls au poste de Premier ministre. 2 jours plus tard, sur la photo du nouveau gouvernement, on retrouve autour de Manuel Valls 2 poids lourds de son équipe. Benoît Hamon à l'Éducation nationale et Arnaud Montebourg à l'économie. Mais également une revenante, Ségolène Royal à l'écologie. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que Manuel Valls raconte qu'une fois qu'ils ont réussi à débarquer Ayrault, Arnaud Montebourg dit à Manuel Valls, bon ben maintenant il va falloir dégommer Pépère. Et Manuel Valls lui dit, mais je suis Premier ministre maintenant. Il est hors de question de dégommer François Hollande. Je suis son Premier ministre. Jusqu'à quand tiendra cette loyauté réclamée par le Premier ministre à l'égard du président? Cette alliance contre nature entre deux gauches que tout semble opposer est-elle viable? Le 24 août 2014, Arnaud Montebourg reçoit Benoît Hamon pour sa traditionnelle fête de la Rose. Quelques jours plus tôt, le président de la République a révélé un plan de redressement économique, des propositions jugées trop libérales par le ministre de l'économie et son nouvel allié au gouvernement. Ce jour-là, Arnaud Montebourg entend faire de ce rassemblement une tribune de contestation des mesures économiques décidées par François Hollande. À nos yeux, la politique économique qui va être confirmée va se traduire par
de la pauvreté en plus, des inégalités en plus. Il est normal que le ministre de l'économie mène le débat sur les orientations économiques du pays. Et il faut le mener devant l'opinion publique, avec les Français, avec les parlementaires, avec l'opposition aussi. Avec le président de la République? Eh oui! On a parfaitement conscience de la portée de ce que nous allons dire. Les conséquences qu'en tireront le Premier ministre et le Président de la République, par définition, on les ignore. Mais on y est prêt. La promesse de remettre en marche l'économie, de retrouver le chemin de la croissance, d'obtenir le plein emploi, elle n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, l'entêtement et l'obstination à poursuivre les politiques de réduction des déficits est donc une erreur qui risque d'être mortelle et il faut avoir l'intelligence d'en sortir. Mon discours est un discours d'une limpidité totale. Je demande au président de la République une inflexion majeure de politique économique. Pendant 45 minutes, le ministre de l'économie dénonce la politique d'austérité, avant d'y ajouter une dernière provocation soutenue par Benoît Hamon. Ils ont quand même décidé de faire ces bouteilles de vin avec des étiquettes cuvées du redressement. Ça devient une pièce de théâtre, comme Montebourg adore les jouer. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Hein? Il provoque le chef de l'État, il provoque François Hollande. C'est anecdotique, je ne vois pas où est le problème. Voilà. Je voulais que l'opinion publique soit informée des problèmes politiques. Où est la provocation? À l'Élysée, le président de la République découvre en direct cette charge sévère. Julien Dray est à ses côtés. Il voit tout de suite qu'il y a un problème qui est en train de s'installer et que ce problème va prendre de l'ampleur. Les propos étaient quand même violents et il y avait un ton insolent surtout. On voit bien que c'est l'autorité du Premier ministre, du Président de la République qui sont un peu défiés par ces élèves troublions dans la classe, quoi. Pour Valls, la faute a été commise. Et donc il dit ça ne peut pas durer comme ça ne peut pas tenir. Le lendemain matin, le Premier ministre présente au chef de l'État la démission de son gouvernement. On peut, sans hésiter, parler de coup de théâtre politique. La décision est radicale. C'est un remaniement éclair qui s'annonce. Manuel Valls va présenter sa nouvelle équipe dès demain et manifestement, les frondeurs n'y auront plus leur place. Manuel Valls reçoit à Matignon celui qui est désormais son ancien ministre de l'économie. Arnaud Montebourg entre dans le bureau de Manuel Valls en chantant la chanson des Doors, This is the end. Je lui dis oui, voilà, c'est terminé. C'est la chanson des Doors. This is the end, my friend. Arnaud est venu détendu ou faussement détendu, c'est son caractère. En plus, on s'est toujours bien entendu. Et donc, il chante, même en arrivant, il sifflote. Et on se parle, on en rigole un peu, mais il sait de toute façon qu'il a quitté le gouvernement. C'est un divorce par consentement mutuel. Moi, je ne voulais pas prolonger mon bail puisque nous n'étions pas d'accord. 5 mois après l'arrivée de Manuel Valls, l'exécutif se retrouve confronté à une grave crise politique. Toute l'aile gauche a été exclue du gouvernement. Il reste 24 heures pour remplacer plusieurs ministres, dont celui de l'économie. François cherche quelqu'un qui peut incarner un nouveau visage. Plusieurs noms sont évoqués. Ensemble, avec le président de la République, nous considérons qu'il faut plus que jamais promouvoir une nouvelle génération. Un nom est alors proposé au président, celui de son ancien secrétaire général adjoint à l'Élysée. Totalement inconnu du grand public, Emmanuel Macron est un énarque de 36 ans, ex-banquier d'affaires, à la réputation libérale. Macron a tout pour plaire. Il est jeune, il est séduisant, il a du charisme, il vient d'un univers qui lui est totalement étranger, le monde des affaires, des banques, etc. C'est quelqu'un qui trouve très brillant. Il y a une complicité très forte entre ces deux hommes, qui est d'ailleurs presque une complicité filiale. C'est le fils politique de François Hollande, quelque part. C'est le fils qui s'est choisi. Pourtant, le chef de l'État hésite. Peut-il faire de cet homme sans aucun parcours électoral
un solide ministre de l'économie. Je trouvais que c'était trop tôt et qu'il fallait qu'Emmanuel Macron, je dirais, s'endurcisse un peu. Il ne rentre pas dans les canons de la politique comme François Hollande l'a pratiqué et la pratique encore. On passe les échelons les uns après les autres et on gagne ses galons d'abord sur le terrain. Le lendemain de la démission du gouvernement, François Hollande tergiverse encore. Il envisage d'autres pistes, mais le temps presse. François Hollande a choisi 2 personnes qui ont refusé. Et c'est Manuel Valls qui a dit « Écoute, on ne peut plus résister, il faut quelqu'un dans la lumière, nomme Macron ». Emmanuel Macron, artisan du pacte de responsabilité, remplace donc Arnaud Montebourg à Bercy et s'annonce en antithèse parfaite de son prédécesseur. La nomination d'Emmanuel Macron a un sens politique très lourd parce qu'il permet de marquer définitivement le virage social-démocrate de ce gouvernement. François Hollande aura mis 6 mois à faire ce virage, à assumer ce virage social-libéral. François Hollande envoie donc un signal fort à la gauche. Il n'y aura désormais plus qu'une seule ligne politique au sein du gouvernement, la sienne. François Hollande se dit surtout, il m'est totalement fidèle, ce qui est une façon de dire « j'ai fait Emmanuel Macron ne peut pas me trahir ». À mi-mandat, le chef de l'État espère avoir enfin fixé le cap de son quinquennat. Il ne se doute pas que les épreuves sont loin d'être terminées. L'année 2015 va être marquée par une vague d'attentats, à Paris en janvier puis en novembre. L'inquiétude gagne le pays et le président réunit l'ensemble des parlementaires à Versailles. Vous voyez bien les risques, même pour une démocratie, qui peut vaciller dans ces moments-là. Qu'est-ce qui pouvait se passer après? On pouvait avoir une dislocation, on pouvait avoir de la part de l'extrême droite une utilisation qui nous emmène sur des terrains extrêmement dangereux. Et donc il fallait trouver les conditions pour réunir la nation de nouveau, et c'était au président de la République de le faire au congrès de Versailles. Monsieur le Président de la République! La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Nous devons donc nous défendre dans l'urgence et dans la durée. J'ai ordonné le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières. Et j'ai proclamé l'état d'urgence, sur proposition du Premier ministre. L'intention première du président de la République, après un tel événement, c'était d'essayer de trouver une solution qui rassemble. Pour fédérer la classe politique, le chef de l'État propose d'inscrire dans la Constitution une mesure qu'il espère dissuasive contre le terrorisme. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. En découvrant cette proposition de déchéance de nationalité, une partie de la gauche se sent attaquée dans ses valeurs fondamentales qui prônent l'égalité entre tous les Français. Tout ce que la gauche compte de personnalités, d'intellectuels, de mouvements associatifs, de syndicats, monte au créneau en disant ce n'est pas possible. On sent que la gauche est totalement désemparée, à la fois les militants, mais les électeurs, que plus personne ne s'y reconnaît, quoi. Et là, tout va s'emballer. D'abord parce que lui-même ne croit pas à sa propre réforme. Parce qu'il a une mauvaise maîtrise, à mon avis, du sujet. Tout d'un coup, il s'est rendu compte que parler de la nationalité française, c'était ouvrir une très grande boîte historique et politique, c'est-à-dire idéologique, etc. Le projet de déchéance de nationalité sera finalement abandonné. La gauche aura toutefois un autre motif de colère avec la réforme du Code du travail, qui donne aux entreprises plus de flexibilité. Ce à quoi nous assistons pendant ce quinquennat est sans précédent. Nous n'avons jamais vu une gauche aussi affaiblie, aussi divisée dans l'histoire électorale récente. Jamais, jamais. Une division à laquelle l'un de ses anciens soutiens va apporter sa pierre. Le 16 novembre 2016, son ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron est officiellement candidat à la présidentielle. Parallèlement, à droite, lors d'une primaire,
Ils sont 7 à briguer l'investiture. Et François Hollande a son favori. Il a pensé longtemps, François Hollande, que Nicolas Sarkozy serait le candidat désigné par la primaire de la droite. C'était son souhait, presque son rêve. Il pensait que si Nicolas Sarkozy était le candidat de la droite, après tout, lui, François Hollande, pourrait le battre. Nicolas Sarkozy, éliminé du second tour, il vient d'annoncer qu'il pourrait abandonner la vie politique. L'élimination de Nicolas Sarkozy sonne à minima comme un avertissement pour le chef de l'État. Pourrait-il connaître lui aussi le même sort dans le cadre de la primaire de la gauche? Arnaud Montebourg, d'ailleurs, il appelait tous les électeurs à venir, et même ceux de droite, pour battre François Hollande. Dans le proche entourage de François Hollande, sa famille, ses enfants, son ex-compagne Ségolène Royal, mais aussi un ministre aussi influent que Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Depuis déjà plusieurs semaines, ils expliquaient à François Hollande qu'il ne devait pas être candidat, qu'il devait s'éviter cette humiliation. Pour Manuel Valls, à vrai dire, ça fait déjà plusieurs mois qu'il piaffe et qu'il pense que François Hollande sera le pire candidat. Non seulement il échouera, mais en plus il entraînera la gauche vers le fond. Agacé par ce silence présidentiel, Manuel Valls va sortir de sa réserve et jouer un coup. Il veut pousser le président à se positionner et à accélérer son calendrier. L'exécutif est dans la tourmente. Ce week-end, dans une interview, Manuel Valls n'a pas exclu de se présenter à la primaire face au président. Le lendemain, les deux hommes ont rendez-vous pour leur traditionnel déjeuner du lundi. Après cette provocation, certains évoquent une démission du Premier ministre. Hollande est de méchante humeur, il est mécontent et il lui dit voilà, tu es prêt à déclencher une crise, c'est irresponsable, tu n'as pas le sens de l'État, le Premier ministre ne peut pas être candidat contre le président de la République à la primaire de la gauche, c'est impossible. Mais jamais François Hollande ne dit clairement à son Premier ministre s'il va être candidat ou si au contraire il va renoncer. Il lui dit donc ne commets pas l'irréparable, sois patient, les choses vont aller vite, c'est l'affaire de quelques jours. À l'issue de ce déjeuner, Manuel Valls assure le président qu'il ne se présentera pas contre lui. Il a compris que la situation allait bientôt se dénouer. Il est décidé à ne pas démissionner et il est décidé à ne pas porter ce rôle du traître. Il a laissé Emmanuel Macron endosser le rôle de Brutus. Il ne va pas lui-même l'endosser, ça serait absurde de sa part. Seulement 3 jours plus tard, l'Élysée fait savoir que François Hollande s'exprimera le soir même à la télévision. François Hollande se contente simplement d'appeler son Premier ministre. Il lui dit « Je vais parler à la télévision, on se parle après ». Il est tel qu'en lui-même, toujours flou, toujours ambigu. Seuls quelques rares fidèles et collaborateurs connaissent la teneur du discours. À 20h, François Hollande prend la parole, en direct. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Depuis mai 2012, c'est-à-dire la date à partir de laquelle je suis devenu président de la République, j'ai agi avec les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls pour redresser la France et la rendre plus juste. Aujourd'hui, au moment où je m'exprime, les comptes publics sont assainis, la sécurité sociale est à l'équilibre et la dette du pays a été préservée. Ce discours, c'est forcément lui, de bout en bout, donc c'est à la fois lui qui défend son bilan, parce qu'au final, peu l'ont fait. Ce n'est qu'au bout de 9 minutes, à la toute fin de son discours, que François Hollande met fin au suspense. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Vive la République et vive la France. Ce renoncement présidentiel historique, après près de 5 ans au pouvoir, signe l'échec d'une gauche tiraillée entre des courants que tout oppose. La gauche n'a toujours pas résolu le problème du choix entre
une gauche idéale, mythifiée, une gauche anticapitaliste, et puis une gauche social-démocrate qui assume le fait de vouloir exercer le pouvoir. Et ça, François Hollande n'a pas tranché ce débat, et il laisse au fond ses successeurs, ses enfants terribles, assumer ce dilemme qui n'a pas été tranché. Moi, je pense que le Parti socialiste peut vivre dans les années qui viennent, mais ça dépendra de lui. Mais si les enjeux de pouvoir, les enjeux d'appareil, les clientélismes ou les ambitions, la guerre des égos sont plus importants que les idées, le danger sera grand. Le Parti socialiste peut mourir, mais la gauche peut être surtout condamnée à l'opposition très longtemps, à cause de ses divisions et de son incapacité à se rassembler, alors que l'extrême droite est là, aux portes du pouvoir, et que la droite française ne donne pas envie.